Élu dans la porte en 1976, Pierre Marois est nommé ministre d'État au développement social du gouvernement Lévesque, puis ministre du Travail et de la main-d'œuvre en 1980. Il mène de grands dossiers comme la loi sur la santé et la sécurité du travail. Pierre Marois est l'humaniste du cabinet Lévesque, prônant l'égalité des chances. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Marois. M. Morin, bonjour. Au début des années 70-71, là, vous veniez de subir 2 défaites électorales dans Chambly, mais vous avez continué à militer assez activement dans les postes stratégiques du PQ. Oui, c'est vrai. Vous savez comment M. Lévesque avait une façon tout à fait particulière de vous demander de faire telle chose sans vous le demander directement. Alors, dans la soirée même du résultat de l'élection de 71, dans la voiture, en rentrant pour une petite fête, il me dit « Coudonc, Pierre, avez-vous pensé à vous présenter à l'exécutif national du Parti québécois? » Fait que je dis non. Ben, il me dit pensez-y donc. Ça, le message était... On va finir par comprendre que c'est ça qu'il voulait. Alors, effectivement, je me suis porté candidat, j'ai été élu. Mais M. Lévesque vous considérait beaucoup, au point même qu'on soupçonnait qu'il vous préparait pour être éventuellement son dauphin. Ouais. Vous autres, les médias et les journalistes, peut-être que vous soupçonnez ça. J'aimais pas ça, pour diverses raisons, parce que d'abord, ça m'était jamais passé par l'esprit. C'était entendu que M. Lévesque, c'était le président. Bon, puis on travaille avec lui. On commence pas à organiser ces petites campagnes pour une éventuelle succession. À part de ça, c'était pas dans ma nature. C'était pas pour ça que j'étais là. M. Lévesque, il faisait un boulot remarquable. C'est emballant de travailler avec lui. J'ai jamais, par exemple, posé la question à M. Lévesque. Lui-même, jamais m'en a parlé directement, sauf indirectement une fois, maintenant que j'y repense. Là. Un soir, on soupait les 2 couples, M. Lévesque, Corinne, Michel, mon épouse, puis moi. Et tout ce qu'il a dit en cours de route, ça a été « Pierre, attachez votre nom à une grande réforme ». Je présume qu'il pensait, lui, dans son cas, à la nationalisation, par exemple. Bon, c'était la seule fois qu'il y a eu une quelconque allusion. Et il avait ajouté, et puis, fiez-vous pas sur mon équipe, bâtissez-vous la vôtre. Mais j'avais pas mesuré ce que ça impliquait, ce que c'était. Puis, dans le fond, je suis bien obligé d'admettre aujourd'hui que j'avais pas compris son message. Mais pensez-y, là, je m'excuse, quand on y pense, 69, la première convention de premier candidat, c'est lui qui a décidé ça, c'est pas moi. Présentez-vous à l'exécutif, puis y avez-vous pensé à la présidence, président? Et plus tard, là, mais on reviendra là-dessus, mais plus tard, en cours de route, s'il y avait besoin, en plein Conseil des ministres, de quitter, il me demandait de présider. Et j'ai pas souvenir que les collègues... me faisaient des remarques désobligeantes et qu'ils n'étaient pas respectueux du fonctionnement du Conseil des ministres. Il fallait avancer, puis bon, on faisait la job. Il m'a, à quelques reprises aussi, lors d'absences plus prolongées, confié les pouvoirs de premier ministre. Bon, il l'a fait avec d'autres, c'est sûr aussi, mais quand je mets ça en séquence... Plus, ça devait venir de quelque part, cette expression-là, dauphin. J'ai pas fait le joint.
Mais il y avait le fait aussi que plusieurs observateurs, les journalistes, des militants, voyaient chez vous des expressions, une gestuelle, même des tics de M. Lévesque. Oui, bien ça me faisait suer. Quand j'entendais ça, là, autant la première, j'aimais pas ça, ça me faisait carrément suer. Pour vous dire la vérité, déjà, quand j'étais au collège, des collègues me faisaient la même remarque. Tu parles comme M. Lévesque, tu fais geste de M. Lévesque. À l'université, c'était pareil. Puis plus tard, c'est pareil. Il y a même des blagues. Il y a une photo de Guy Joron et moi dans le cadre d'une tournée où on est assis, puis il m'a fait une petite blague. On est assis exactement en même position, tous les deux. Et il m'avait écrit à ce que je vois, tu n'imites. Il n'y a pas que M. Lévesque que tu imites. Bon, c'est une blague, mais ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mais j'ai essayé d'en changer. Tellement on m'a répété ça. Mais j'étais plus moi-même. J'étais plus moi-même. Alors, bon, ben tant pis. Ça y ressemble. Moi, je peux rien. C'est comme ça que je suis. J'en ai pas changé, je pense pas. Vous étiez présenté en 73 aussi, encore. Oui. Évidemment, vous n'avez pas été élu parce qu'il y a seulement 6 députés du Parti québécois qui ont été élus. La campagne, c'était votre 3e défaite, là. Est-ce que vous vous êtes remis en question? Non. Non? Non. Non, d'autant plus que si je m'en étais tenu au plan stratégique de mon équipe d'organisateurs, on l'aurait remporté. Hein, j'étais défait par, je sais pas, là, quelque chose comme 200-300 votes, à peu près. Et l'équipe disait, tu sors trop, Pierre. Tu sors trop du comté. J'étais allé, à la demande de M. Lévesque, présenter là, le fameux budget de l'an 1. La gang chez nous, ça ne les avait pas impressionné beaucoup. On me dit, écoute bien, là, cette journée-là, tu as perdu, tu aurais pu aller chercher 50 votes. Juste cette journée-là. Bon. Alors, bref, on se disait, ça y est, là, tu sais, mais c'est une question de temps. Et là, il est arrivé une étape, parce qu'au PQ, il y a eu des étapes. Oui. Il y a eu une étape en 1974, le fameux congrès, où on décide finalement que la souveraineté va se réaliser après un référendum. Est-ce que vous étiez favorable à ça? Pour vous répondre très honnêtement, la réponse c'est non. Non. Et j'ai milité pour le non. Dans tous les comtés de la Rive-Sud, dans mon propre comté, et toute la région Rive-Sud était prête à voter contre la proposition. Et rendu au Congrès, comme par hasard, notre délégation était assise juste derrière M. Lévesque. Et pendant un bon moment, il se retournait, puis il disait « Hey Pierre, le référendum, hein? » Puis moi, je disais « Mais vous ne me convainquez pas. Vous ne me convainquez pas. On mêle deux choses en faisant ça. » Et puis ensuite de ça, je lui sortais. On avait commencé à publier des petites plaquettes. Et entre autres une, « Comment se fera l'indépendance? » Et là-dedans, j'avais fait mettre des entrevues avec Palizeau, Lorrain, Morin, M. Lévesque, notamment. Et la réponse, c'était « L'indépendance se fera de la même façon qu'en régime britannique, on entre ou on sort dans une fédération. C'est-à-dire, selon le régime parlementaire britannique, tu es élu, tu as une majorité de députés, tu procèdes. » Bon. Et ils avaient tous dit, c'est ça. Je rappelais ça à M. Lévesque. Oui, mais un référendum, ça ne me convainquait pas. Et finalement, pour être très franc, il s'est retourné de bord à bout d'arguments. Et il m'a dit, « Pierre, vous ne pouvez pas me faire ça. » Là, encore une fois, j'étais jeune. Lui avait l'expérience politique beaucoup plus importante que la mienne. Ma réaction, c'était de me dire, il y a peut-être des choses qu'il a vues, qu'il sait, que moi, je ne peux pas comprendre pour l'instant, mais qui sont importantes. Ouais. Et j'avais tellement confiance en lui. Bon, ben, je dis, OK, là, je suis parti, j'ai revu toutes mes délégations.
Puis on a voté oui. Mais je maintiens que c'était une erreur fondamentale. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, pourquoi le Parti québécois, nous, faut toujours qu'on télédiffuse, qu'on diffuse, qu'on rende public toutes nos stratégies? On demande ça au gouvernement canadien? Jamais. Hein? On va-tu leur demander, ils vont-tu nous répondre? Au prochain référendum, vous préparez-vous à contrevenir à la loi sur le financement référendaire? Vous préparez-vous à payer des love-in? Est-ce que Power Corp va encore mettre le paquet? Allez-vous envoyer des avocats jusqu'à dans l'ouest du Canada pour faire inscrire du monde sur les listes électorales? Comment vous allez vous y prendre là, pour agir illégalement? Hein? On ne leur demande pas ça parce qu'ils vont nous envoyer paix, vous savez bien. Mais nous autres, non. On rend public nos stratégies parce que référendum ou voie parlementaire, on est dans le domaine des voies et moyens pour réaliser. Pour réaliser quoi? L'objectif. L'objectif, c'est quoi? L'accession d'un peuple à sa liberté, la souveraineté. Donc, pour moi, il y avait une confusion des genres. On mêlait un objectif avec les voies et moyens pour y arriver. Dans ma tête, ça a toujours été clair qu'il fallait se garder ouvert tous les voies et moyens pour y arriver. Ça, c'est une autre chose. Commençons par se convaincre qu'il faut d'abord le faire. Après ça, les voies et moyens. L'important, c'est qu'ils soient démocratiques. Ça, c'est fondamental. Et moi, je pense que ce qui a amené M. Lévesque à embarquer dans le référendum et le faire accepter qu'il soit mis dans le programme comme tel, c'est cette espèce de grand souci démocratique qu'il avait. Et je pense que là, Claude Morin s'est trouvé à toucher une corde très, très sensible chez lui. Y a-t-il quelque chose de plus démocratique qu'un référendum? Ben oui, mais chez les Britanniques, ils ont eu d'autres voies et moyens. C'est entendu que les opposants, veulent pas, ils vont te la rendre référendaire, l'élection. Ils le font tout le temps. C'est pour ça que le Parti québécois propose. Il propose la souveraineté. C'est pas un référendum. C'est bien plus important qu'un référendum. La façon d'y arriver, bon, on dit par référendum. Mais, en d'autres termes, il te la transforme toujours, veut pas, en campagne référendaire. Alors, moi, ça ne me gêne pas de poser encore la question sur le référendum, surtout dans le programme. On arrive à l'élection de 1976. Ouais. Le climat pour le gouvernement libéral n'est pas très bon. Non. Vous sentez, vous, de votre côté, au PQ, un vent plus favorable. Là, vous plongez encore une 4e fois dans Chambly encore? Bien, le comté avait changé de nom d'une élection à l'autre parce qu'il était tellement énorme au point de départ, le Chambly. Et c'est une population qui, dans cette région-là, qui grossissait. Alors, le comté s'est ratatiné. Boucherville est disparu. Il est rendu en 1976, c'est la moitié de Longueuil. Marie-Victorin est très content de mon coup, parce que j'y ai contribué. Je vous dis bien simplement, mais c'est vrai. Taillon, l'autre partie de Longueuil, d'avoir réussi à convaincre M. Lévesque de venir se présenter là. Mon Dieu, qu'on a travaillé fort parce qu'il ne voulait pas sortir de Laurier. Je le comprends, mais là, on s'est dit, là, il nous le faut, là. Et les gens de Longueuil, de cette partie-là, étaient tellement contents de l'avoir. Et mon Dieu, qu'on pouvait faire une bonne équipe sur la Rive-Sud avec lui. Alors, oui, il était là. Donc, un comté plus... Mais on le sentait, hein. J'avais tellement fait porte à porte, moi, au cours des années dans ce comté-là, et dans des régions, parce que je suis allé souvent aussi en 1976 à travers le Québec, on le sentait que ça venait. Et le soir, tu sais, entre la fin de la journée électorale, bon, je donne un peu de temps pour que tu ailles prendre une soupe chez vous, puis là, tout de suite, ça commence, c'est pas long, les premiers résultats. Et comme j'étais à l'exécutif national, je connaissais la liste, si vous voulez, de possibilités de devenir PQ ou de tomber du bon bord, comme on dit, de chaque comté. Et j'oublierai jamais, Radio-Canada dit, dans Arthabasca, Barry élu.
Je savais où était dans notre liste Arthabasca. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est vrai. Là, et ça y était. Incroyable. On y arrivait enfin. C'était le début d'une autre étape qui commençait. Le jour de l'élection, il n'avait pas fait si beau que ça. Et puis, Dieu sait toutes les peurs qui avaient été véhiculées. Mais quand même, on avait une majorité de députés. Pas une majorité du vote, à l'exception de quelques comtés, le mien, par exemple. Mais ça se comprend avec le nombre d'élections qu'on a faites. Et votre réaction, là, vous êtes rassemblés, les députés élus, les candidats élus, autour de M. Lévesque. Votre réaction à ce moment-là? Ah, c'était une réaction de... Comment je dirais? C'était une réaction d'emballement, hein? Mais en même temps réaliste. D'abord, le lendemain matin, les catastrophes prévues ne s'étaient pas produites. Il faisait un beau ciel bleu. C'était un beau soleil, une belle journée d'automne. Par ailleurs, au coin aux arrêts d'autobus, ben, tu sais, on se disait, ouais, sur 10 personnes qu'il y a là, il y en a 4 qui ont voté pour nous. 6, non. Donc, on a encore du pain sur la planche. Hein. La job n'est pas finie, loin de là. Mais c'était emballant. Je dirais que j'ai commencé à retrouver analogiquement, parce que le contexte est différent, l'odeur rafraîchissante des années où j'ai pu travailler avec Paul Gérin-Lajoie et M. Lévesque, puis l'équipe de la Révolution tranquille. Ça sentait la même chose. Dans les jours qui ont suivi, évidemment, c'est le conclave pour choisir le Conseil des ministres. Vous attendiez-vous à être ministre, compte tenu que vous aviez plusieurs années de service et avez-vous été convoqué? Comment ça s'est fait? Est-ce que je m'attendais à être nommé ministre? Franchement, je serais malhonnête de vous dire non. À quoi, par exemple? C'est une autre paire de manches. J'ai reçu un appel de M. Lévesque me demandant à tel jour de me rendre avec Michel à North Atlee. Et je me suis rendu là. M. Lévesque était là avec Louis Bernard, Michel Carpentier, très peu de personnes. Et il travaillait sur... c'est pas facile, hein? Je l'ai vu, là. Je l'ai vu pour un premier ministre. C'est pas facile de composer le Conseil des ministres. Donc, j'ai été, comment je dirais, une sorte de privilégié de pouvoir accompagner cette démarche-là, tout en... Comment je dirais? J'étais là, mais j'étais pas censé être là. Hein? Non, mais je veux dire, c'est vrai. Il vous a consulté? Oui. Pour plusieurs nominations? Bien, d'abord sur l'idée d'un premier ministre, les 4 ministres d'État au développement économique, social, culturel, bon, et des ministres en fonction qui vont relever d'autres groupes de ministres sur l'idée de ça. Parce qu'il y avait 2 thèses à cet égard-là. Ça avait été essayé en Ontario et personne ne voulait être ministre d'État parce que ça donnait aucune place publique. Hein, des ministres sans budget. Bon. Alors, Louis Bernard avait raffiné la formule. Et effectivement, des mandats pouvaient être confiés au ministre d'État, des budgets aussi, et une autorité, comment je dirais, une autorité morale à cause de l'importance que M. Lévesque avait bien indiqué à tous les autres collègues des ministres d'État. Ça passait par eux. Par eux, ça s'en allait à un comité de priorité où siégeait le premier ministre. Et là, se faisaient les décisions finales sur le contenu, le contenant, les crédits, etc. C'était gros, ça. Et ça a fonctionné très, très bien, à vrai dire. Et là, bon, d'autres collègues sont arrivés au fur et à mesure que M. Lévesque les convoquait. Oui, il y a des gens qui ont refusé certains postes qui leur étaient offerts, mais ça, honnêtement, je me sens pas le droit de
d'aller plus loin là, sur les échanges, sur ce à quoi j'ai pu assister, sauf pour vous dire que c'est pas facile pour un premier ministre. M. Lévesque avait ça en horreur, composant avec le Conseil des ministres, je le comprends. Mais finalement, mon Dieu, que c'était une belle équipe. Vous étiez ministre d'État au développement social. Exact. Je reviens à ce que vous disiez. Pas de budget, mais avez-vous les moyens d'influencer ou oui. d'orienter Oui. le développement social? C'était la beauté du... D'abord, on se trouvait à décharger le premier ministre d'une partie. Donc, vraiment, là, ce qui confirmait l'idée de M. Lévesque de travailler en équipe. Il y a un chef, il y a un boss, il y a un patron, mais il y a des adjoints, puis tout le monde s'en va dans la même direction et de façon ordonnée et coordonnée. Alors, comme ministre d'État, la première chose, c'est que on regroupait dans le comité de développement social, par exemple, tous les ministres qui avaient une vocation sociale, y compris la justice, l'environnement éventuellement. Marcel Léger était là. Donc, le projet, les priorités, c'était là qu'elles étaient discutées pour le domaine dit social. La même chose pour l'économique, bon, pour le culturel. Et de là passaient les projets de réforme, même, la première évaluation. Et le ministre d'État formulait ses recommandations au premier ministre sur chaque projet. En plus, les budgets. Bon, comment vous voyez votre budget? Un tel disait, bon, moi, il me faut plus pour les garderies, l'autre, il me faut ça, c'est bon, etc. Puis même le ministre d'État, par exemple, contrairement à ce qui a été dit, moi, des budgets m'ont été accordés. Alors, oui, l'influence des ministres d'État était importante, puis les ministres le savaient. Mais j'avais une équipe fort agréable au développement social. Des gens qui n'étaient pas là d'abord pour eux autres. T'sais. C'était la beauté de ce Conseil des ministres-là, celui de 76. Et non, écoutez, j'ai eu des mandats qui m'ont été donnés tout de suite sur la santé et sécurité du travail. J'étais ministre d'État à l'époque. Alors, tout de suite, la Commission des accidents du travail est tombée sous ma responsabilité. Je pourrais en nommer d'autres. Il y a quelques réformes comme ça que vous avez pu mettre en place? Ah ben oui. Avec ça, j'ai fait la réforme sur la santé et sécurité du travail, la loi sur la protection de la jeunesse, le supplément au revenu de travail comme une première étape vers une éventuelle politique de revenu minimum garanti, par exemple. Et puis l'emploi. Durant la première année, vers l'été de 77, pendant les vacances de Bernard Landry, moi, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens à l'aide sociale. On est rendu qu'on distingue des aptes, des inaptes. Il y a du vrai, mais il y a une zone grise là-dedans. Pourquoi pas laisser les gens se définir eux-mêmes? D'autres termes, allons vers une politique où on intègre les dimensions économiques, les dimensions de retour au travail, les dimensions de retour à des formations en apprentissage dans les entreprises, techniques, etc. Allons-y, ouvrons la machine de ce côté-là. Et puis, établissons tout de suite un certain nombre de programmes d'emploi. Le premier, c'était le programme appelé expérimental de création d'emplois communautaires. Mais il y avait de petites entreprises qui sont devenues aujourd'hui des grosses entreprises. Hein? Je ne vais pas en nommer une plus qu'une autre, là, mais j'en vois des entreprises dont on est très fiers aujourd'hui, qui ont été lancées par le PSEC. Et les gens étaient libres de remettre les sous qu'on mettait ou pas. Il n'y avait pas d'intérêt. Donc, le ministre d'État au développement social était mêlé aussi dans l'économique. Le programme PSEC va être intégré dans l'opération Solidarité économique quand va venir la crise. Là, il y avait une équipe tripartite, Bernard Landry, Léonard et moi, qui pilotions cette opération Solidarité économique. C'était fantastique. Mais encore là, on avait l'autorité pour dire, bon, bien, Jean Garon, as-tu des projets? Sors-les. Tous les collègues, là, sortez vos projets, puis apportez-les. Et là, on évaluait, oui, celui-là, bon, puis on y va. C'était un demi-milliard, je pense, à l'époque, là. Et puis quand on parle des chiffres de l'époque, ben, en dollars d'aujourd'hui, c'est toujours autour de 3 fois.
Donc, 1,5 million, c'est 1,5 milliard aujourd'hui, ça. Colossal, hein? Est-ce qu'il y a des réformes que vous teniez vraiment puis qui n'ont pas passé la rampe de toute cette... À vrai dire, je n'en vois pas, sauf une. Parce que pour les autres, là, les mesures anti-briseurs de grève, les normes minimales, c'est-à-dire une sorte de convention collective planchée en bas de laquelle vous pouvez négocier si vous voulez, mais toutes les clauses de convention collective qui sont en dessous des normes sont nulles, non avenues, ça n'existe même pas. Bon, c'est à partir du plancher, qui sont les normes, que se bâtit le reste des choses. Le retrait préventif, la femme enceinte. Je veux revenir à la réforme, la seule qui n'a pas traversé tout le processus. Oui, oui. La seule, c'était l'idée de pousser davantage le développement coopératif au Québec. Ça, Guy Joron et moi, on était très conscients du fait que au Québec, on est le peuple au monde. Toute société de tout modèle confondu, communiste, pas communiste, un petit peu socialiste, un petit peu social-démocrate, capitaliste, peu importe là, mettez-les toutes dans le même bol. Par rapport à la population, c'est au Québec que le taux d'enracinement de la coopération est le plus élevé au monde. Ça veut dire que ça a un sens fondamental. C'est dans nos racines au Québec. Et c'est dans nos racines historiques et culturelles. On a toujours eu le sens de la corvée. C'est ça, fondamentalement. C'est ça qui explique la... Bon, c'est un peu court là, comme historique, puis explication culturelle et historique, mais c'est ça, fondamentalement, qui fait que... Bon, alors on disait, il faut pousser plus loin. On a un solide mouvement financier coopératif. On n'a pas un solide mouvement de distribution, de coopératives de consommation. Et c'était l'époque où on discutait beaucoup pour construire des coprix. On en avait un, puis on ramassait les sous pour en construire un deuxième. C'est dit, jour un mois, minute. Pourquoi on n'achète pas une chaîne de distribution? On va acheter une chaîne de distribution, et puis on va la remettre au mouvement coopératif. Ils vont transformer cette chaîne-là en toute une série de magasins coopératifs pour pouvoir atteindre la troisième marche à laquelle pensait Alphonse Bélanger, Alphonse Desjardins, pardon, quand il a créé sa première caisse. Hein? C'était 3 paliers. Le fric, la distribution, la consommation, et puis, partant de là, qu'est-ce qu'on vend? Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce qu'on pourrait le produire au Québec? Est-ce qu'on pourrait le fabriquer ici? Troisième chaîne, des coopératives de production. Bon, alors c'est dit, on va faire ça. Et là, on avait une chaîne de distribution dans notre mire. On a fait faire toutes les études d'évaluation de ce que ça pourrait représenter comme valeur correcte là, quand tu achètes. On avait fait faire les démarches. La chaîne appartenait à Conrad Black, qui n'a jamais su que c'est nous qui étions derrière l'approche, mais il était d'accord pour vendre à une tierce personne. Bon, enfin, c'était assez finement monté. Ça, c'est Joron. Plutôt que moi, je travaille plutôt à H. Hein. Lui, il faisait le travail de finition et bien fait. Et puis, on était rendu là, à l'achat, et ça a été bloqué. Ça n'a pas été bloqué, à ma connaissance, au Conseil des ministres, parce que je n'ai pas mémoire qu'on ait présenté un dossier ensemble jusque-là. Ça a été bloqué encore aujourd'hui pour des raisons que je ne connais pas. Je n'ai pas eu l'occasion non plus d'en reparler avec Jacques Parizeau des Finances. Il devait y avoir de bonnes raisons, j'imagine. Mais en tout cas, toujours est-il que vous me demandez s'il y en a un qu'on n'a pas pu mener à terme à mon goût, là. Bien, ça, c'en était un. Et puis l'autre, bien évidemment, la souveraineté du Québec. Merci, M. Marois. On continue la semaine prochaine.